Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Nous recevons ce soir Alain Kapochichi, docteur en sciences de l'information et de la communication, maître assistant des universités du CAMES, expert ayant conduit plusieurs projets de modernisation et d'intégration des TIC dans les universités ouest-africaines. Et puis meilleur jeune entrepreneur de la CEDEAO, président du groupe CERCO. C'est cette personnalité au CV impressionnant que nous recevons ce soir dans cet entretien. Monsieur Alain Kapochichi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Alors, avant d'aller donc dans le vif du sujet, nous allons faire un tour à la régie pour écouter quelques jeunes étudiants qui évoquent les difficultés liées à l'emploi, bref, la question du chômage. On va faire un tour à la régie. Après les études, on voit que les étudiants se cherchent, ils n'arrivent pas à trouver un débouché. Nos aînés qui ont déjà terminé leurs études n'ont pas encore trouvé à faire. Tu rentres sur le terrain, tu vois les licenciés, les doctorats encore en train de faire de la vacation. Si tu finis ton étude ici, c'est la galère qui commence. C'est le chômage, ça c'est clair. Il y a un problème d'emploi. Alors, docteur Alain Kapochichi, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un état des lieux en matière de chômage, la situation du chômage des jeunes au Bénin? Merci. Je voudrais saluer les téléspectateurs et dire qu'effectivement, la situation du chômage donc, chez nous est préoccupante. Tout simplement parce que nous vivons une situation qui est assez structurelle. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous allons vivre pendant une petite période, en fait, la situation du chômage, c'est quelque chose qui va se poursuivre. Dans mon dernier livre, en fait, Quelle université pour quelle Afrique, préfacé par le secrétaire général du CAMES, je disais que c'est une situation qui va se poursuivre au minimum les 40 prochaines années. Quelle université pour l'Afrique voilà, c'est votre dernier ouvrage qui vient de sortir. Autonomie, gouvernance et outils de pilotage. Je crois que nous avons voilà, le livre à l'écran. Oui. Oui, vous en parlez un instant. Oui. Et donc, en fait, la situation que nous vivons, c'est que quand vous prenez une population, oui, les chômeurs se retrouvent en réalité dans ce qu'on appelle la population active, la population qui a entre 15 et 59 ans. Parce que selon le BIT, pour être au chômage, en fait, il faut avoir un certain âge, il faut être en situation de recherche d'emploi, il faut être disponible immédiatement pour travailler. Et le problème que nous avons dans notre espace actuellement, c'est que quand on observe la population qui a entre 15 et 59 ans, oui, c'est une population qui représentait il y a 20 ans seulement 50% de la population totale. Alors qu'aujourd'hui, nous évoluons vers 60% et même 65% dans certains pays. Et c'est une tendance qui va se poursuivre les 40 prochaines années. Alors quand vous avez entre 15 et 59 ans, soit vous êtes à l'université, vous étudiez plus longtemps, soit vous êtes au chômage, soit vous êtes en situation d'emploi, donc vous travaillez. Et il y a eu des études donc, de la Banque mondiale, par exemple, qui ont démontré en 2008, le Bénin a commenté une étude, et qui disait simplement que si en 2015-2016, nous avions plus de 99 000 étudiants à l'université, publics comme privés, nous aurons environ 30% de chômage. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, on est à près de 180 000 étudiants, du moins dans les universités publiques et privées. Et donc, le potentiel demandeur d'emploi. Voilà. Et chaque année, en fait, la plupart des universités publiques comme privées produisent près de 30 000 étudiants minimum, en tout cas diplômés, okay, alors que l'économie n'est pas capable d'absorber plus de 2%, plus de 2 000 étudiants. Donc, même si on a une croissance régulière, il faut réfléchir pour dire comment on va créer cette rupture-là pour que les étudiants soient capables d'être insérés une fois qu'ils finissent leur formation. Beaucoup de gens ont parlé en fait d'adéquation entre la formation et l'emploi, alors que ce n'est pas vrai, il n'y a pas que ça, c'est important. Nous vivons aujourd'hui une situation de surproduction de diplômés. Donc il faut réfléchir pour dire comment on fait, et je pense qu'au cours de l'émission, nous aurons à échanger dessus. Oui. Sinon, c'est une situation des pays qui ont eu le courage en fait, de faire une étude approfondie, comme le Congo par exemple, ont trouvé que parmi les jeunes, on a un minimum en fait, de 50% okay, de taux de chômage, surtout les jeunes qui en réalité ont fini leurs études supérieures. Alors, face à ce tableau, disons-le, inquiétant que vous présentez. Alors, que faire? Quel type de solution préconiser aujourd'hui face à ce chômage galopant de la jeunesse, au Bénin comme en Afrique en général? C'est une grande question. Je pense que d'abord, il faut déjà qu'on puisse créer un espace en fait, où on se déclare au chômage.
Chez nous, aujourd'hui, hein, au Bénin, en tout cas, la Côte d'Ivoire vient de le faire récemment, il y a plusieurs institutions en fait, qui travaillent pêle-mêle en fait, sur la question de l'emploi. Et il n'y a pas un endroit aujourd'hui où un jeune en fait, qui est au chômage se déclare être en situation de chômage. Et on n'a pas les statistiques par rapport aux chômeurs. Les statistiques en fait, qui existent ne sont pas fiables. Les gouvernants en fait, ne seront pas vraiment orientés pour pouvoir définir des politiques pour le pays. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut ce que nous appelons en fait un système d'information de suivi donc, du diplômé. Okay, depuis son arrivée à l'université jusqu'à son insertion professionnelle. Mais au-delà de ça, il faut la question en fait de filière porteuse. Il faut pouvoir que l'État, au regard donc, de ses orientations stratégiques, hein, puisse identifier les filières porteuses et accompagner les jeunes vers ces filières. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez 80% des étudiants qui sont inscrits dans les filières traditionnelles, qui sont importantes, classiques, qui sont importantes pour le pays, c'est vrai, mais on n'a pas besoin, par exemple, de 50 000 personnes en fait, qui sont dans des domaines linguistiques ou bien autres et tout, alors que nous avons le tissu industriel qui doit développer le pays, en fait, qui n'est pas assez fourni. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Quelles sont les mesures que vous envisagez, vous, à cette question de chômage des jeunes? Il faut créer autour du jeune diplômé un écosystème. En fait, c'est pas uniquement, en fait, il y a l'université, il y a ce que l'État doit faire, il y a ce que les écoles elles-mêmes doivent prendre conscience et faire, et ce que le jeune diplômé aussi, puisqu'il a une responsabilité, doit pouvoir faire. Je pense que dans tous les cas aujourd'hui, il faut pouvoir dire dans les 10-15 prochaines années, quelles sont en réalité les potentialités ou bien quelles sont les dispositions que notre pays pourrait prendre pour insérer plus de diplômés. D'abord, si on n'arrive pas à trancher la question de la sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur, parce que c'est une question importante. Absolument. Sur 100 enfants qui rentrent aujourd'hui au CI au Bénin, vous avez 7 ou bien 8 seulement qui arrivent à l'université. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va sélectionner. Mais si on laisse tout le monde arriver à l'université, c'est pour quel type de formation? Donc il faut pouvoir régler cette situation-là. Mais au-delà de ça, une fois que le jeune en fait, est formé, il faut pouvoir le suivre pour son insertion professionnelle. Maintenant, moi je pense que quand on regarde en fait l'environnement du Bénin, il y a quand 3 orientations fondamentales qu'on peut voir. Nous allons d'abord voir le numérique. C'est une tendance aujourd'hui en fait qui fait que nous ne pouvons pas en fait nous soustraire à ça parce que ça permet aujourd'hui aux jeunes de pouvoir vendre et acheter dans n'importe quel marché en fait qui est le monde en fait, le monde et autres et tout. Et donc il faut, quand je crée mon entreprise aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas uniquement les voisins en fait béninois, mais c'est le monde en fait qui souffre. Donc c'est un positionnement à avoir. Ensuite, nous avons des pays qu'il faut identifier dans la CEDEAO, tout au moins. Je pense au Nigeria quand même, qui est un marché très porteur. Et nous avons aussi le fait que la population en fait, africaine va augmenter. Il y a des pays qui vont doubler donc, les 30 prochaines années. Voilà, vous avez des pays comme le Niger le Niger qui va doubler en fait, ou bien multiplier par 4 donc, sa population donc, les 40 prochaines années. Donc il faut avoir un positionnement pour dire, à défaut en fait de pouvoir, quand ils sont sélectionnés et autres et tout, comment on fait en fait pour que les jeunes puissent trouver un emploi. Maintenant, quand je parle du numérique comme le Nigeria ou bien... Quel type d'emploi peut-on avoir dans le secteur du numérique, par exemple? C'est en fait, il ne faut pas en fait avoir de fixation en fait sur un emploi ou non. Qu'est-ce qui crée un emploi? Ce qui crée un emploi, c'est le besoin. C'est-à-dire qu'il faut préparer les jeunes à avoir une capacité non seulement d'observer leur environnement, d'observer pour trouver en fait des besoins auxquels ils peuvent apporter des réponses par en fait leur activité qui sera donc l'entreprise qu'ils vont mettre en place. Donc, c'est cette capacité d'abord non seulement à être bien formé, mais en même temps de pouvoir observer donc ces besoins et de pouvoir apporter une réponse qui pourrait être en termes de produits, de services, de procédés, de modes d'organisation. Donc c'est ça que en fait moi j'appelle une innovation, parce que il s'agit d'apporter une nouvelle réponse à des problèmes de monde qui sont posés dans notre environnement. Donc il ne s'agit pas uniquement donc, de former les jeunes pour faire de l'import-export, mais il s'agit en fait de leur donner des outils pour qu'ils soient sensibles à ce qui se passe dans leur environnement immédiat, ou bien dans leur sous-région, ou bien sur se prendre en charge. Voilà, pour se prendre en charge à la fin de la formation. Qu'ils puissent auto-employer à la fin. Voilà. Alors, nous allons retourner à la régie. Cette fois-ci, c'est pour regarder cette vidéo sur le partenariat public-privé entre l'Afrique et la France. On va y aller.
Devant une Afrique qui bouge et un environnement de plus en plus compétitif, plus aucune entreprise ne peut bâtir sa stratégie internationale en ignorant l'Afrique, qui va représenter le quart de la population mondiale d'ici 2050 et qui affiche depuis 10 ans un taux de croissance supérieur à 5%. C'est dans ce contexte que s'est tenu à Paris-Bercy le Forum franco-africain pour la croissance partagée. Initié par le président français François Hollande, ce forum s'inscrit dans le cadre des relations économiques entre la France et l'Afrique et a connu la présence effective de 4 chefs d'État africains et plus de 700 participants venus de 33 pays. Le forum franco-africain a également et surtout connu une table ronde de haut niveau sur l'innovation au service de la croissance. Animé par des experts internationaux de qualité, ce panel a été une grande priorité pour les participants. Parmi les panélistes se trouvait un jeune béninois, modèle vivant de la réussite de la jeunesse africaine et mondiale. Dr Alain Kaposhishi est élu en 2005 comme l'un des 10 jeunes les plus remarquables du monde. Identifié en 2010 par la CEDEAO comme le meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de l'innovation dans l'éducation. Le président directeur général du groupe CERCO s'est prononcé aux côtés de ses aînés au cours de cette table ronde sur l'innovation et la formation pour une croissance partagée. Problématique qui rime d'ailleurs avec le thème de son livre « Quelle université pour quelle Afrique ?» Il y a plein de potentialités en Afrique. Il y a des institutions qui travaillent. Et effectivement, donc, il faut que tout ça en fait, puisse créer une dynamique donc, qui puisse aller vers la créativité, à l'invention et à l'innovation. Effectivement, tout ça doit reposer sur l'éducation, une éducation de qualité. Nous sommes les seuls dans le monde à avoir un espace où les pays ont accepté de confier leur politique d'enseignement supérieur au-delà des États, donc à une institution qu'on appelle le Conseil africain émagal pour l'enseignement supérieur. Il faut aussi prendre en compte les étudiants aujourd'hui qui sont de plus en plus exigeants, qui ont accès à l'Internet et qui peuvent se former. On a parlé des MOOC tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui prône la mobilité des étudiants. Nous avons des entrepreneurs de moins africains et des entrepreneurs de moins français. Pourquoi ne pas créer un espace au-delà donc des projets qui ont été mis en œuvre par Africa France pour donner des bourses donc à l'étranger aux étudiants, des bourses donc de mobilité, un peu comme ce qui a été fait donc dans l'espace, où les étudiants pourraient avoir l'opportunité de travailler sur des projets communs entre une entreprise française et une entreprise moins africaine, des études de marché, et là ça va créer une adaptation des techniques donc qui existent en Europe, mais pour donc, des réalités qui vraiment sont prises en compte au niveau culturel dans nos États. Voilà donc les perspectives que j'offre. Et je pense qu'il y a une Afrique qui se veut gagnante. L'Afrique, c'est l'avenir, on l'a dit tout à l'heure. Ce forum franco-africain est le symbole d'une nouvelle page des relations économiques qui s'ouvrent entre la France et l'Afrique. Alors, c'était donc le forum France-Afrique sur l'éducation. Alors, Docteur Alain Kaposhishi, quelle est la responsabilité? Vous êtes responsable d'une entité de formation, d'une école. Alors, quelle est aujourd'hui la responsabilité des écoles qui forment aujourd'hui des diplômés qui tapent à la porte de l'emploi? La responsabilité, d'abord, l'école doit avoir une responsabilité sociale et sociétale. Cela veut dire que lorsque je suis Alain Kaposhishi et que j'ai une école et que les étudiants qui arrivent dans mon école, quand ils sortent, ils ne sont pas employés, je dois être gêné. C'est comme si, en fait, je fais du commerce sur leur dos. C'est comme si, en fait, ils me payent de l'argent et que je ne me soucie pas, en fait, de leur insertion. Donc, c'est fondamental que l'école adapte la formation, c'est-à-dire adapte même les propositions d'offres de formation pour que l'étudiant puisse développer une employabilité pour être inséré. Évidemment, pour créer maintenant, pour aller vers l'emploi, il n'y a pas que l'école. Il y a le milieu économique, il y a tout l'écosystème qui est créé autour du diplômé, il y a l'environnement des affaires. Mais je pense qu'il faut déjà en fait que les écoles s'interrogent. Et pour qu'on ne parle pas uniquement donc, de la création des diplômes, j'ai un diplôme CAMES, j'ai un diplôme et autres et tout, mais pour que je puisse dire, j'ai en réalité, sur 100 enfants ou bien sur 100 diplômés qui sortent de mon école, il y a 50 qui trouvent un emploi. 6 mois après leur formation, 1 an après leur formation, voici comment ce qu'ils sont devenus. Est-ce que la formation qu'ils ont reçue chez moi, est-ce que cette formation-là leur a permis en fait d'améliorer leur qualité de vie? Est-ce qu'ils gagnent un meilleur salaire? Et donc, c'est une exigence en fait que l'État même doit pouvoir faire pour les écoles. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au niveau du groupe CERCO? En fait,
je n'aimerais pas en fait qu'on fasse de la fixation. Voilà, moi, je prends de la hauteur, général, oui. ok, parce que de mon point de vue, en tant que citoyen, je suis interpellé. Et je me dis que même les règles qui sont élaborées, nous nous sommes battus au niveau du CAMES pour dire que l'accréditation seule ne doit plus suffire. On ne doit plus, c'est pas parce qu'on a un bon enseignant que forcément on fait un bon diplômé. Il faut qu'on puisse penser à comment on fait, ok? Est-ce qu'on a des statistiques fiables? Est-ce que quand je vais accréditer une formation, est-ce que je ne dois pas savoir, quand vous prenez par exemple des institutions comme HEC, Paris ou bien les écoles des mines, etc. et tout, ils disent clairement, nous avons 80% de nos étudiants qui, 6 mois après leur formation, trouvent un emploi. Donc, il faut pouvoir donc faire une orientation de manière à ce que les filières ne s'ouvrent pas n'importe comment et que l'État même peut-être encourage les filières porteuses parce que ces filières-là parfois demandent beaucoup de moyens. Okay? Quand vous ouvrez une filière industrielle par exemple, vous avez besoin en fait donc de ressources parce qu'il y a un coût unitaire de formation qu'il faut prendre en compte. Mais il est clair aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer. Aujourd'hui, quand vous voulez en fait recruter un comptable chez nous, vous avez 50 000 personnes qui se présentent, alors que quand vous voulez aujourd'hui un bon carreleur, hein, vous n'en avez pas. Donc il faut aussi réfléchir pour dire quel type de formation il faut pour nos jeunes. S'agit-il de formation technique, de formation professionnelle? Comment on fait pour que ça soit en réalité l'insertion en fait qui oriente en fait la formation et non plutôt on crée la formation parce que tout le monde a envie de faire de la sociologie. On fait de la sociologie. Que vous faites au niveau du CERCO. Voilà. Maintenant, revenons au CERCO. Nous avons en réalité depuis 2008 mis en place un système systématique d'accompagnement et d'insertion du jeune diplômé. Ça veut dire que nous, déjà à l'entrée, quand l'étudiant en fait veut avoir le diplôme, on fait tout possible pour que l'étudiant puisse savoir quelle est sa situation au moment où il a le diplôme. Ensuite, de façon systématique, 6 mois et 1 an après leur formation, nous voyons ce que les étudiants sont devenus et en même temps, on voit les compétences nouvelles en fait, auxquelles ils ont été en fait, confrontés, qu'est-ce qu'on leur a demandé et qu'ils n'ont pas eu peut-être en formation et ça permet aussi d'adapter la formation. Et vous voyez bien que quand vous êtes dans une situation d'adaptation de vos formations, même le modèle en fait d'accréditation des diplômes que nous avons, d'habilitation des diplômes change dans nos pays. Parce que quand vous avez une accréditation, on estime que c'est 2 ans, 3 ans, parce que vous avez tout le temps en fait pour demander l'homologation, en tout cas l'agrément, etc. et tout. Alors que tous les 3 ans, normalement, il faut être en capacité de changer, de faire évoluer le programme. Alors qu'aujourd'hui, quand vous êtes accrédité, on vous dit voici le programme que vous exécutez. Quand vous avez dans des pays comme la France, un modèle en fait qu'on suit, HEC, le tiers du programme est changé chaque année. Et donc, il y a une dynamique aujourd'hui qui est créée qui fait qu'en réalité, ça doit être le marché qui doit dicter en fait le comportement de l'enseignant en classe parce que ce qu'il doit donner, ça doit coller du moins à l'évolution tout au moins donc, des besoins de l'entreprise. Alors, pour vous, au niveau de CERCO, c'est l'innovation, l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi abordez-vous, pourquoi attachez-vous autant d'intérêt à la question de l'innovation? Voilà, donc il y a d'abord la question de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que les jeunes, on doit les préparer à agir dans leur environnement, de ne pas en fait rester insensible à ce qui se fait. Donc, on peut être en entreprise et entreprendre. Mais il y a tellement de problèmes en Afrique, tellement de problèmes chez nous, qu'on ne doit pas comprendre comment la bonne dame en fait qui est dans sa maison arrive à vendre simplement en fait de la cassade dans son environnement parce qu'il y a un besoin qui existe et que le jeune en fait qui a un bac ou bien qui a une licence dit qu'il n'a rien à faire. Donc il y a d'abord un problème de rupture psychologique pour dire mais tu dis que tu cherches un emploi alors qu'en réalité il y a une possibilité en fait que tu sois utile d'abord. Donc cette rupture là, il faut pouvoir la faire dans la tête en fait du jeune pour dire tu es utile à quelque chose, tu as un talent. Maintenant, c'est à toi en fait de t'organiser, pour qu'au lieu que tu gagnes l'argent en fait et que tu ailles en boîte ou prendre des bouteilles, du moins pour tes amis, cette somme d'argent là, tu peux en réalité l'utiliser pour créer quelque chose. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur ça. Donc, depuis la première année jusqu'au niveau licence, l'étudiant en fait a un certain nombre de crédits annuels qu'il doit valider, au-delà en fait de ce qui est exigé au niveau de l'État en fait comme politique donc pour valider les crédits. C'est-à-dire que le jeune a un niveau en fait où il doit identifier des besoins, il doit créer, il doit gérer un projet en bonne et due forme, il doit développer un certain nombre de compétences complémentaires pour qu'on puisse dire qu'à la fin il a un diplôme. Maintenant vous avez évoqué la question de l'innovation. Il ne s'agit pas d'entreprendre pour faire de l'import-export.
Okay, nous avons trop de vendeurs de poissons chez nous, nous avons trop de vendeurs de autres et tout. Et ça ne crée pas, en réalité, ce n'est pas ça qui va développer le Bénin. Ce qui va développer le Bénin, c'est l'industrie. C'est en réalité l'économie numérique. C'est un certain nombre donc, en fait, donc, de pôles d'innovation qu'il faut identifier. Et j'ai dit, il faut que l'État crée le cadre, c'est vrai. Mais il faut aussi préparer le jeune dans les formations, okay, à avoir cette possibilité pour dire, mais je peux créer quelque chose en fait qui peut être utile du moins aux États-Unis. Ouais. Et donc, il faut pouvoir inverser les choses pour dire qu'il y a en réalité un jeune ici qui est en Afrique, coûte moins cher. Et donc, alors que dans le marché mondial, nous avons tous une identité. Donc, dans ce marché-là, en fait, l'Américain en fait, a la même identité que le Béninois. Donc, il coûte plus ou moins quand même sur Internet, à part les problèmes de débit que nous avons chez nous, qui coûtent très cher. Okay. Nous avons tous, en réalité, la même valeur. Et donc, il faut pouvoir dire, c'est une opportunité en fait pour nos jeunes et créer le cadre de moins pour y parvenir. Donc, l'innovation, il s'agit d'amener le jeune à créer quelque chose de nouveau. D'abord dans son environnement et ensuite, pourquoi pas, de pouvoir innover, en tout cas de pouvoir créer quelque chose qui soit utile pour la communauté. Alors, mais on a vu également en termes d'innovation, les clés USB, c'est bien artistique ici. Et également, l'appareil qui est devant, vous allez peut-être le présenter rapidement à nos téléspectateurs. Tout ça, ça fait partie de l'innovation. Absolument. C'est-à-dire que, d'abord, quand vous parlez des clés USB, en fait, il est question ici de dire qu'est-ce qui est utile aujourd'hui chez nous. Okay, vous avez, quand une clé USB, c'est utile, tout simplement parce que c'est la technologie, je fais du stockage et autres et tout dessus. Et en même temps, comment moi je fais pour être compétitif par rapport à quelqu'un qui fabrique des clés USB aux États-Unis ou bien en Chine, etc. Et tout. Donc moi, j'apporte en fait quelque chose qui est de notre environnement. Donc quelqu'un qui achète ça, en fait, donne à manger en même temps à l'artisan, à l'artiste en fait qui peut-être a conçu, et en même temps utilise donc quelque chose qui est utile pour lui. Et donc, nous avons créé un incubateur, et cet incubateur-là, on l'a mis sous le vocable en fait donc de l'art et la technologie. L'art, en fait, c'est notre savoir-faire, c'est notre notre patrimoine culturel. Mais la technologie, en fait, elle est universelle, en fait. Et donc, comment nous allons faire pour que, en fait, nous puissions exporter quelque chose avec l'identité africaine. Et après, vous avez vu des imprimantes 3D et autres et tout. Vous allez voir, d'ici 2-3 mois maximum, nous lançons, en fait, la possibilité que les gens puissent, par exemple, avoir des bijoux en or, des bijoux en argent, mais fabriqués avec leur propre photo. Donc, au lieu que nous ayons, vous voyez par exemple au Burkina, on fabrique du moins de l'or, mais c'est les lingots d'or qui sont exportés. Comment on fait pour que l'Afrique puisse profiter en fait donc des ressources qui existent en interne et le numérique, mais en même temps en fait les objets connectés, l'Internet des objets, c'est une opportunité immense qui va transformer fondamentalement en fait la vie des artisans, la vie parce que en fait ce qui est produit, par exemple ça. Si je veux le produit, il y a des imprimantes qui existent et qui me permettent en quelques secondes de pouvoir multiplier ce nombre d'exemplaires. Donc, la créativité continue d'exister au niveau de l'artiste. Mais la multiplication va être vraiment dédiée à certaines machines, dont les imprimantes 3D, les fraiseuses numériques, un certain nombre d'équipements que nous avons déjà donc, implémentés au niveau de Bassam dans un premier temps, mais après donc, sur l'ensemble en fait, de notre réseau au niveau de Serco. D'accord. Alors, il va pas l'appareil qui est dans l'imprimante. L'imprimante 3D, en fait, il s'agit d'un équipement qui permet en fait, de fabriquer des prototypes. Aujourd'hui, vous avez des imprimantes en fait, qui fabriquent, par exemple, de la nourriture. Je peux en fait vouloir, selon que je veux tel type de sel dans ma nourriture, tel type d'ingrédients, je compose et ça sort automatiquement en fait ma nourriture. Je veux fabriquer ça, je mets le bois entier dedans. Et à travers du moins des systèmes en fait, de découpe automatique laser, ça me sort automatiquement ça au bout de quelques minutes. Donc il s'agit aujourd'hui d'une révolution que les gens disent c'est la révolution de 3.0. Donc ce serait l'Internet des objets. On a été donc, dans le numérique tout simplement avec les réseaux sociaux, l'Internet 2.0, mais aujourd'hui on rentre dans une étape où on va imprimer son téléviseur chez soi, on va imprimer chez soi du moins ses rallonges. Et donc, c'est une opportunité pour l'Afrique qui n'avait pas en réalité une technologie, mais qui va s'approprier. Si nous arrivons à comprendre cela, ça va être vraiment une dynamique qu'on va créer dans notre sous-région. C'est formidable. Alors, dans vos interventions, vous revenez souvent sur le concept de EUI. Alors, quelle idéologie, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept-là?
En fait, l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui, telle qu'on produit des diplômés, ça ne peut pas continuer. Okay? Je disais clairement dans mon livre que nous aurons, pour l'Afrique, nous aurons une explosion. Okay? Parce que quand celui qui a le bac, ou bien celui qui a la maîtrise, se retrouve à vendre de l'essence au bord de la voie, il y a une situation qu'il faut pouvoir s'interroger. Et si vous avez eu la crise sociale en Tunisie, c'est Mohamed Bouazizi, en fait, c'est un diplômé en fait, qui vendait de la banane au bord de la voie. Et c'est le fait qu'on ait touché à son étal qui a fait du moins créer une crise. Il s'est immolé du moins parce qu'il y avait un déclassement social en fait. C'est comme une mort subite en fait qu'il a vécu. Et donc aujourd'hui, il est question aujourd'hui donc de pouvoir réfléchir pour dire bon, quel est le modèle. Et nous, le modèle qu'on prône, c'est l'école usine incubateur. L'école, effectivement, pour donner des outils. L'école usine incubateur, c'est-à-dire EUI. Donc l'école, en fait, va préparer le jeune donc, avec une bonne employabilité, une bonne compétence technique et organisationnelle en termes de management, etc. Et tout. L'usine, en fait, pour donner la possibilité, créer la rupture donc, dans la tête de l'étudiant pour dire que l'Africain aussi est capable de créer. Nous avons été tous en Europe, nous avons étudié, et nous avons été même les meilleurs donc, dans les universités. Et donc, il n'y a pas de raison que, revenus chez nous, on ne puisse rien faire. Que nous ne puissions pas faire. Okay? Et donc, il est question aujourd'hui de dire que nous avons aussi la possibilité. Et nous avons aussi quelque chose, c'est que la main-d'œuvre coûte moins cher que nous. Aujourd'hui, quand vous produisez en Chine et vous produisez du moins en Afrique, vous avez la main-d'œuvre qui coûte moins cher, en tout cas chez nous, qu'en Chine. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises européennes, chinoises et autres qui s'implantent en Afrique parce que c'est la nouvelle terre en fait d'investissement. Mieux, l'incubateur parce que l'étudiant en fait a les problèmes en fait, même si les problèmes évoluent, le monde change, c'est vrai, mais il y a certains problèmes qui demeurent aussi. Et donc il faut pouvoir en fait être dans une compétence de pouvoir observer son environnement et de pouvoir créer des réponses. Et il faut que le jeune, en fait, qui agite les idées, il faut un espace pour l'encadrer. Il faut un espace, en fait, pour sélectionner aussi parmi les millions d'idées qu'il va sortir, pour dire, celle-là, elle peut être porteuse. Parce qu'une idée peut être bonne, sans être porteuse financièrement, en fait, pour que tu puisses en faire une entreprise. Et donc, incuber l'étudiant, il s'agit de l'accompagner pour qu'on sorte de nouveaux produits. Et comme je vous l'ai dit, par exemple, la vingtaine de produits en fait, que nous allons lancer sur la marque, parce que les gens ont commencé à dire on fabrique des ordinateurs. C'est vrai qu'on fabrique des ordinateurs, on en vend, mais nous aurons d'ici 3 mois le grand lancement, pas seulement des ordinateurs, mais un ensemble en fait, d'une vingtaine de produits, aussi bien des lampes que des téléviseurs connectés, un ensemble donc, de tout qui montre que l'Afrique aussi est capable de faire quelque chose de positif. D'accord. On retourne encore à la régie cette fois-ci pour voir des situations d'incubés, donc des étudiants qui sont donc en situation. On va retourner à la régie. Alors, docteur Kapouchichi, quels sont les produits de l'incubateur du groupe Serco? Alors, les produits de l'incubateur sont variés. D'abord, il faut comprendre que nous avons lancé l'usine au Bénin, au Burkina, non, en Côte d'Ivoire. Au Burkina, bon, avec les événements, on a dû ralentir un peu. Mais l'incubateur, en fait, suit un processus où on va en fait demander aux étudiants, moi-même je donne le cours, que ce soit en première, deuxième année, en troisième année, entrepreneuriat et innovation, où le jeune en fait va aller vraiment, ils sont organisés en groupe, ils vont aller sur le terrain, ils vont voir selon en fait qu'ils aiment la couture, mais peut-être d'autres domaines, la menuiserie et d'autres domaines importants, observer des problèmes et ils vont apporter une réponse. Mais ils vont associer la technologie et puis là. Et on a vu qu'on a eu les jeunes, en fait, débordent d'idées. Évidemment, après cela, nous avons sélectionné parmi donc, les projets
avec des experts que nous avons invités donc, pour travailler. Aujourd'hui, on a un ensemble donc, de designers, de spécialistes en production industrielle en fait, qui ont travaillé sur des machines en fait, qui pourront nous aider en fait, à pouvoir fabriquer ces produits. Donc, c'est une initiative en fait, qui est tout à fait utile, hein, je le remarque, et en même temps, nous devons aussi, après, encadrer donc, ces produits une fois sortis en fait, pour qu'ils soient adoptés du moins par le marché. Donc, on a par exemple les téléviseurs connectés. Nous passons d'analogique au numérique, donc c'est une opportunité. Avec le même téléviseur, vous pouvez arriver en fait à avoir l'Internet, à avoir voilà, un ensemble en fait, et en même temps c'est une télévision, en tout cas c'est une télévision numérique. Hein. Donc ça vous permet en fait de pouvoir suivre les chaînes normalement sans avoir forcément un décodeur. Okay, donc c'est important. Vous avez aussi des panneaux solaires, vous avez des équipements, des lampes, des rallonges, vous avez un ensemble en fait d'équipements que nous lançons en production industrielle. Ça veut dire que ce n'est plus à l'unité que serait lancé. Donc on n'est plus uniquement dans la phase de l'incubateur, on est plutôt dans la production industrielle déjà. Donc l'école en fait, nous avons en fait demandé l'accompagnement de la BOAD, un certain nombre de structures, et aussi il y a l'État qui a créé l'environnement. Oui, justement, et quelles sont les facilités que vous attendez donc de différents gouvernements de notre pays et de nos pays? Pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire qui a créé l'environnement. La Côte d'Ivoire a créé l'environnement. La Côte d'Ivoire a donné 0% de droits de douane, donc tout ce qu'on importe en fait. Ce qui fait que même si en fait vous voulez importer au Bénin du matériel, vous réfléchissez un peu parce que au moins vous payez 40% sur un matériel par exemple ici ou bien 45%, là-bas vous avez 0%. Donc aujourd'hui, nous avons parfois des projets sur lesquels nous demandons à nos étudiants béninois d'aller en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire. Mais j'ose croire que nous aurons un système où les gens vont comprendre que le coton est limité, que le porc, ce n'est pas le plus important pour nous, et que si nous sommes capables de produire, par exemple, 500 000 produits et de pouvoir vendre dans notre territoire, nous allons non seulement donner de l'emploi à des milliers de jeunes, mais nous allons aussi créer en fait une valeur ajoutée importante pour notre région. Donc, pour l'instant, vous avez non seulement cet appui de l'État, mais en même temps, il y a une préférence nationale. Quand il y a un projet en Côte d'Ivoire, l'État en fait dit, sur 30% en fait donc de ces marchés, le marché local, en fait, l'entrepreneuriat local en fait va profiter de 30%. Donc, quand vous êtes une société de droit ivoirien, vous avez forcément une avance sur HP ou bien sur, je ne cite pas de nom, mais vous avez une avance forcément sur ceux qui en fait vont venir juste pour importer et pour ramener le produit, que ceux qui en fait produisent cela localement, parce que ça permet vraiment de participer non seulement à une dynamique liée à l'intellect du jeune, mais aussi ça lui donne de l'emploi. Et il se sent vraiment, en tout cas, contributeur de ce qui se passe dans son environnement. Et quel est le cas au Bénin? Quelle est la réaction au Bénin, ça n'a pas encore démarré. Cette initiative. Ça n'a pas encore démarré, mais vous savez, le Bénin est un petit pays qui, en fait, représente à peine 8 ou 10%, donc ce n'est pas un gros marché, le Bénin. Voilà. Les marchés qu'il faut viser, c'est des marchés comme la Côte d'Ivoire, c'est des marchés comme le Nigeria et autres et tout. Donc si le Bénin crée l'environnement, nous pouvons par exemple exporter sur le Nigeria, nous pouvons faire un certain nombre de choses. Mais bon, vous savez, je suis très patient. Donc, je fais d'abord l'expérience en Côte d'Ivoire et puis on espère que ça viendra et que les autorités vont réagir avec promptitude. Ce n'est pas l'individu en fait qu'il faut voir. Non, c'est les Béninois en général. C'est les Béninois, c'est autres et tout. Mais il y a une dynamique qui est créée. Le président Ouattara en fait disait, quand le 2 février passé, du moins ça. Au forum franco-africain que vous avez montré, que le partenariat public-privé est dans leur gène, c'est-à-dire que c'est quelque chose que la Côte d'Ivoire a adopté. Mais ici, par exemple, pour arriver à ça, on va dire on privilégie telle ou telle personne. Donc, pour ne pas rentrer dans la polémique. Oui, dans les débats. Mais je dois vous dire quand même que, si je prends l'exemple de l'UAC, quand le recteur, le professeur Brice Saint-Saint, je lui ai amené mes ordinateurs, il n'a pas hésité un seul instant à m'accompagner dans la remise donc, des ordinateurs au niveau des étudiants. Et le ministre aussi a accompagné. Mais ce que nous demandons, il s'agit vraiment de créer un environnement pour qu'on puisse importer plus facilement et pour qu'on puisse également de moins donner la possibilité à nos jeunes de pouvoir produire, parce que c'est rien que par là qu'on pourrait créer la richesse. Donc, on va maintenant suivre le lancement de l'usine Serco Côte d'Ivoire.
Bientôt, une usine de montage d'ordinateurs et de tablettes à Grand Bassam. L'initiative est d'une école supérieure évoluant depuis 15 ans dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le lancement de ce projet a vu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si on veut redonner du crédit à l'enseignement supérieur, il faut qu'on augmente plutôt le taux d'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur. Voilà un jeune qui a bâti un système où il y a la formation, il y a des incubateurs et il y a une usine. C'est le système qui marche. L'école, ça doit déboucher sur quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut, à la fin de chaque UFR en Côte d'Ivoire ou de chaque école, il faut avoir un incubateur. Une usine qui dispose d'une chaîne de montage d'environ 400 ordinateurs jour, avec également un incubateur à côté qui encadre les projets des étudiants pour que nous puissions produire à la fois des applications mais aussi des services qui intègrent les réalités locales. Par exemple dans le domaine de l'agriculture, de l'artisanat, de la santé, de l'éducation. Ce projet qui a reçu l'agrément de la zone franche industrielle VITIP de Grand Bassam vise à doter à crédit les étudiants et enseignants du matériel informatique qu'ils pourront payer sur une période de 1 à 2 ans. Ils seront formés à l'utilisation de l'outil informatique et bénéficieront également d'un compte d'accès aux ressources numériques. Ce projet prendra en compte 2 autres usines qui seront installées au Bénin et au Burkina Faso. Il a nécessité un financement global de plus de 3 milliards de francs CFA avec l'appui de certains établissements financiers. Il s'agit là d'un reportage assuré par nos confrères de la RTI à l'occasion du déplacement du ministre de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire sur votre campus à Grand Bassam. Et là, c'est formidable, intéressant ce qu'on vient de voir. Des jeunes étudiants qui arrivent à monter les ordinateurs sur place. Oui. Et mieux, il faut comprendre que l'État a créé d'abord un cadre. Ouais. Quand nous sommes installés donc, dans la zone franche à Grand Bassam, l'État a donné 0% de droits de douane. 0% en fait de frais, des taxes et autres et tout. L'État a mis à disposition 5 hectares. Et l'État en fait aussi... L'État ivoirien. Voilà, l'État ivoirien. Ouais. Et l'État aussi nous a donné des possibilités. Par exemple, sur le projet Un citoyen ordinateur. Ouais. Nous avons signé des contrats, par exemple, pour vendre un certain nombre d'étudiants d'ordinateurs dans les 500 000 ordinateurs, donc pour le citoyen ivoirien. Le ministre également a lancé un projet Un étudiant, un ordinateur. Ouais. Et il y a près de 100 000 ordinateurs, du moins, à distribuer, du moins pour les étudiants. Donc, il y a un cadre qui est créé. Mais le projet, en fait, dans la zone franche industrielle, ce n'est pas uniquement de la position des ordinateurs. Vous allez voir, d'ici 2-3 mois, nous lançons des téléviseurs connectés. Nous lançons des panneaux solaires. Nous lançons un certain nombre de... Et là, en même temps, c'est les jeunes, en réalité, qui travaillent et qui montent ces choses-là. Et donc, psychologiquement, c'est qu'il y a une rupture. Mais... nous avons aussi d'autres produits, comme par exemple des lampes. C'est-à-dire que nous allons sortir des lampes bientôt, des lampes pour éclairer, qui vont coûter moins cher que des lampes qu'on vend sur place, mais en même temps avec une identité africaine. Donc, l'idée ici, c'est des initiatives, des petites initiatives qui existent. Il faut qu'on arrive à les capitaliser. Quand moi, je vais en Côte d'Ivoire, en fait, on ne me considère pas comme on me considère comme un Africain. Un Africain, voilà. Et c'est vraiment important d'arriver à capter de moins ces ressources et d'en faire quelque chose en fait pour l'Afrique. Alors, quelles sont les nouvelles filières lancées cette année pour le compte donc, de la nouvelle année académique au niveau du groupe Serco? Voilà, donc effectivement, nous avons constaté, après donc, ces analyses en fait, que nous avons faites, qu'on ne peut plus continuer à former autant de comptables, autant de personnes en marketing, autant de personnes, au moins en télécommunication, alors que tout le monde connaît aujourd'hui les limites des télécoms. Il faut pouvoir réfléchir sur les nouvelles filières. Au-delà, en fait, de ça, il faut pouvoir dire aussi, aujourd'hui, quand on regarde bien l'environnement économique du Bénin, comme je l'ai dit, même si on a une croissance de 7%, on n'arriverait pas à insérer les jeunes. Mais, il y a un petit mais, c'est que la population augmente, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que nous allons doubler, voire tripler d'ici les 40-50 prochaines années notre population. Donc, il faut pouvoir dire, alors, les services à la personne vont demeurer. Maintenant, quel type de service il faut offrir aux gens? Donc, nous avons, comment on appelle, voulu donc créer des filières comme le design numérique, les humanités numériques, arts et métiers numériques, qui sont en fait des nouvelles filières, mais qui vont non seulement donner la possibilité à un meilleur espace en fait de créativité. Il s'agit ici de dire que le couturier, il va coudre, c'est vrai, mais désormais son métier a changé. Le menuisier, son métier a changé.
Et donc, nous avons eu un partenariat avec l'école polytechnique de Ningbo en Chine. Ouais. Donc, ils sont venus, ils nous ont sélectionnés. Et nous avons mis en place, le gouvernement de Ningbo, avec la mairie de Cotonou et le groupe Cerco se sont associés pour créer donc une école des arts et métiers. Okay? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif n'est plus uniquement donc vous savez, quand vous appelez un carreleur aujourd'hui chez vous, le carreleur, hein, il va poser juste des carreaux, alors que son métier a changé. Celui qui fait le plafond, son métier a changé. Il y a une manière avec des équipements laser, il y a une manière de tracer, il y a des nouveaux équipements qui sont apparus. Ouais. Le couturier, ce n'est plus la même chose qu'on fait en fait. Non. Et celui qui veut aujourd'hui commander, par exemple, un tissu, préfère aller sur Internet et il va avoir une identité automatique, il va pouvoir même voir quel type d'habit il peut porter, qu'est-ce qu'il va, il peut faire des essayages et en même temps, dans le court terme, il va même imprimer son habit chez lui. C'est possible en fait, c'est quelque chose en fait que... À partir d'éthique. À partir des TIC. Hein, mais comme je vous l'ai dit, vous aurez la surprise d'ici 3 mois où vous allez voir que les gens vont quitter l'extérieur pour venir voir parce que nous allons vraiment révolutionner les choses. Donc il s'agit ici de donner la possibilité à nos jeunes, okay, non seulement de pouvoir voir que bon, nous avons une identité culturelle, okay, si j'importe effectivement de moins par exemple cette chaise, okay, je peux ajouter, faire une valeur ajoutée. Si, par exemple, je peux mettre les tissus des rois, un certain nombre de choses et autres. Donc, on peut compléter en fait ce qui se fait. Okay? Et donc, il y a forcément donc, une identité africaine qu'on peut exporter, mais la technologie, en réalité, reste accessible parce que ce que les gens vont acheter d'abord, c'est la technologie et ensuite, il y aura l'utilité, en fait, l'art qui va accompagner. Et les coûts, il a commencé le 5 dernier au niveau du groupe Cerco. Les coûts vont démarrer dans quelques jours. Ah, dans quelques jours. Okay. Moi, je pense que, comme je le disais dès le départ, nous avons tous une responsabilité. Oui. Si nous ne prenons pas garde, même en tant qu'école, c'est-à-dire que nous allons être dans une situation où il y aura tellement de jeunes qui finissent, qui n'ont pas d'emploi, que le diplôme n'aura pas sa valeur. Donc, il faut qu'on puisse réorganiser. Une bonne formation, ce n'est pas uniquement un bon programme. C'est également, après avoir fait cette formation, combien ont trouvé un emploi. C'est surtout ça. Et donc, il faut que l'État mette en place un dispositif. Et j'ai accompagné en fait le CAMES pour élaborer ce qu'on appelle l'identifiant national unique. Ouais. C'est-à-dire que, et ça a été adopté par le Conseil des ministres de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES, le Conseil des recteurs, pour que dès l'entrée à l'université, que chaque étudiant de notre espace puisse avoir une identité, un identifiant. Et c'est ce même identifiant qui va le suivre jusqu'à son insertion. Et après, il faut mettre en place des stratégies de remontée d'informations. C'est-à-dire qu'il faut que les écoles produisent de l'information, okay, qui permettent après à l'État de pouvoir savoir quelles sont les formations qui sont porteuses. Non pas parce qu'on a identifié ces filières, mais parce que ça permet aux jeunes de trouver un emploi. Mieux, l'État doit pouvoir savoir qu'en réalité, il y a un coût unitaire de formation. Si, en fait, je laisse les jeunes, en fait, aller faire 4 ans de sociologie, okay, pour être 50 000 sur le marché à faire la sociologie, c'est mieux que je dise, j'ai besoin de 1000 à la Flash. J'ai admiré la Flash qui a pris cette décision cette année pour dire, on ne peut pas continuer à avoir 50 000 qui font la même formation. C'est non seulement de l'anarchie, mais c'est comme si nos autorités n'ont pas compris. Pourquoi on doit former 50 000 étudiants à l'université alors qu'en réalité, il suffit seulement d'organiser les jeunes pour dire, ah, pour notre pays, on a besoin, par exemple, de tel domaine, on a besoin de 1000 et d'orienter les jeunes pour ça. Parce que, in fine, l'étudiant a un coût unitaire. C'est-à-dire que, qu'il ait trouvé un emploi à la fin ou pas, quand il est dans le système, quand vous voyez ce qu'on investit pour le paiement des professeurs, pour l'entretien des salles, ça a un coût unitaire qui est minimum de 400 à 500 000 francs CFA. C'est la Banque mondiale, les statistiques de la Banque mondiale. Les statistiques, mais surtout, il y a un coût de non-insertion qui est plus important. C'est-à-dire que quand l'étudiant, en fait, il a trouvé un emploi, il a fini sa formation, et qu'il n'a pas un emploi à la fin de la formation pendant 10 ans, il y a un coût de non-insertion qui peut, en fait, aller dans la délinquance, aller dans les braquages, dans le tout, qui est beaucoup plus important que le coût de formation. Donc, nos autorités fabriquent une bombe. Il faut pouvoir orienter les choses et dire, mais le Bénin, en fait, a besoin de combien? Comment on fait pour créer un tissu économique, un tissu industriel de moins important, un écosystème autour du jeune? Ce n'est pas en fait le fait qu'on dise on veut recruter
dans la fonction publique, 10 000 jeunes et autres et tout, ce n'est pas la solution. Vous savez, en 8 ans ou bien 10 ans, nous avons doublé le nombre de personnes dans la fonction publique. Ça ne peut pas être la solution. Non. Tout simplement parce que l'emploi, c'est les entreprises qui créent les emplois. Ou bien c'est le jeune, en fait, qui crée son emploi. Et il faut pouvoir voir aussi dans le milieu social, les associations, comment on fait pour être utile à la communauté. Et donc, moi, je voudrais inviter à une réflexion globale sur ce sujet-là. Sinon, nous allons créer vraiment une situation de crise sociale qui va amener des crises politiques. Quand j'échange avec mes étudiants burkinabés, je suis allé dans la salle, en fait. Vous savez, nous avons une école à Ouaga 2000. Mais les étudiants, en fait, ils descendent dans la rue. Pourquoi? Non pas parce qu'ils veulent changer un régime politique, c'est important. Mais ce qui est important pour eux, c'est leur avenir. Et ils ont peur de l'avenir. Et c'est ça qui crée la tension. S'il n'y a pas de perspective. S'il n'y a pas de perspective. Et donc, il faut pouvoir, en fait, créer un environnement qui puisse permettre aux jeunes de dire « Ah, je suis béninois, je reste au Bénin, et non, je vais prendre la route pour passer par la Libye, après donc prendre des embarcations précaires pour aller mourir dans les eaux méditerranéennes. » Je pense que l'Afrique mérite mieux. Et au gouvernement de créer l'environnement qu'il faut pour permettre à nos jeunes de rester ici et de produire pour le monde. La rentrée, c'est pour quand? La rentrée, vous savez, ça varie d'un pays à un autre. Nous avons dans plusieurs pays, au Bénin, on a des formations de licence, de master. Vous savez, nous, on a cessé en fait de dire aux gens de venir chez nous. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que toutes les écoles peuvent participer. Mais il est important aujourd'hui que le jeune... Nous, on limite aussi le nombre de personnes maintenant que nous prenons. Pendant des années, moi j'ai formé des milliers de jeunes. J'avais fait dans les écoles secondaires, j'avais 40 000 étudiants. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il faut pouvoir. Et donc aujourd'hui, on est vraiment sur le petit nombre, mais des gens qui sont utiles pour la communauté, pour l'environnement. D'accord. Alors, docteur Alain Kaposhichi, votre mot de la fin? Au mot de la fin, pour vous remercier, parce que je crois que le débat a été vivant, et remercier les téléspectateurs. Et m'excuser aussi auprès, si j'ai choqué certains. Vous savez, c'est le jeune qui parle parfois. Et en même temps, dire qu'on ne peut pas rester insensible quand on voit des gens que vous avez formés qui vivent une situation de déclassement social. Nous devons être interpellés. Mais en même temps, on doit pouvoir voir comment on fait pour que nous créons un écosystème autour du jeune, pour que le jeune se sente concerné. Et que les entreprises, vous savez aujourd'hui, qui vivent une situation de pression de moins fiscale et autres et tout, qui n'arrivent plus à créer. Vous savez, je suis rentré dernièrement précipitamment parce qu'on m'a mis 173 millions d'impôts. Et quand je suis rentré, quand en Côte d'Ivoire, en fait, j'ai 0% donc de frais de autres et tout, et que ici j'ai ça, je dis, bon, j'ai envie de... 113 millions d'impôts. Voilà, j'ai envie de partir. Ou bien... En fait, c'était même après, ça a été réglé, mais ce qui m'interpelle, c'est cette situation de peur que les entrepreneurs ont. Les entrepreneurs, en fait, si les entrepreneurs ont peur, c'est un peu comme l'enseignant qui a peur. L'enfant n'a plus envie d'être enseignant. On doit en fait créer un cadre où l'entrepreneur est reconnu, l'entrepreneur est promu, l'entrepreneur est accompagné. Tant que nous n'allons pas faire ça, aucun jeune n'aura envie d'être entrepreneur. Vous savez, pendant des années, c'est ceux qui en fait ont échoué qui deviennent entrepreneurs. Par le passé. On dit des self-made man et autres et tout. Alors que aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, en fait, le jeune, il a eu un diplôme, et il peut produire. Pourquoi il a été à l'école? Il a appris des outils, il a des méthodes. Il a en fait un environnement, il connaît le monde parce qu'il a accès à Internet. Donc c'est lui. Et les pays comme la Chine, l'Inde, ont basé leur stratégie sur les jeunes, les ont envoyés dans le marché. C'est-à-dire qu'il faut qu'on forme nos jeunes pour aller accompagner la bonne dame de Dantokpa parce que, vous savez, aujourd'hui à Dantokpa, on vend avec WhatsApp. Quand une femme en fait veut vendre quelque chose, c'est en Chine qu'elle connaît en même temps ses clients. Et les modèles en fait sont vendus depuis la Chine. Puis on envoie par WhatsApp. Donc le modèle en fait de commerce même est en train d'évoluer. Et nos bonnes dames en fait sont plus préparées que ça. Donc il faut aussi avoir le courage d'amener les bonnes dames dans la salle de classe. Est-ce que vous savez mieux vendre que la bonne dame de Dantokpa, qui le matin sait ce qu'il faut te dire quand il n'a pas encore eu un seul franc? Il faut changer le modèle de l'université. Et c'est ce à quoi j'invite les gouvernants à créer cette rupture-là qui nous permet d'aller à l'innovation, à la créativité. Merci, docteur Alain Kaposhichi. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le président du groupe CERCO. Vous êtes maître assistant de l'université de Camès.
Vous êtes venu nous parler ce soir de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Merci d'être passé. Oui, allez-y. Je voudrais remercier encore une fois le recteur Brice Saint-Saint. Vous savez, je suis passé effectivement maître assistant cette année parce que le recteur a accepté de déposer mon dossier au CAMES à travers l'université d'Abomey-Calavi. Donc, je le remercie infiniment et dire que vraiment, je suis en admiration et tous mes remerciements à toute la communauté scientifique de Calavi. Merci, Dr Alain Kapochichi. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.